Hello les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera aujourd'hui consacrée à un thème majeur dans notre discipline, le thème de la compétition, puisque c'est une question qui je pense se pose pour la plupart des pratiquants à un moment donné ou un autre de leur parcours dans le jiu-jitsu brésilien, qu'on soit loisir ou qu'on ait des ambitions un petit peu plus élevées. La compétition dans notre sport, c'est une étape pour beaucoup de personnes. On a souvent coutume de dire que c'est quelque chose qui est vraiment soit utile, soit nécessaire selon les versions à la progression. Et du coup, je voulais vous faire part de mon expérience personnelle de la compétition, ce que ça représente pour moi, pourquoi j'en fais, et les leçons que j'ai pu en tirer tout au long de ces bientôt 15 dernières années. Euh, Moi, j'ai toujours été attiré par la compétition dès le début. Quand j'ai découvert cette discipline, j'ai eu des ambitions de compétition très très tôt. Pour moi, c'était indissociable. Pour autant, je ne pense pas être ce profil de personne qui sont des compétiteurs dans l'âme, hein, des compétiteurs dans l'âme. Pour vous donner un petit peu une idée de ce que j'entends par compétiteur dans l'âme, je pense à des Michael Jordan, à des Serena Williams, à des personnages comme ça qu'on sent habités par l'esprit de la compétition, par cette volonté insatiable de gagner dans tous les domaines de leur existence, voilà, de véritables compétiteurs nés, pardon. Voilà, comme on peut en croiser, hein, même au quotidien. Voilà, on ressent chez certaines personnes vraiment cette énergie-là. Je ne pense pas, je suis même sûr de ne pas faire partie de cette catégorie de personnes. Pour autant, la compétition a toujours été quelque chose qui a été très très important dans mon parcours. Et, euh, et, euh, et je voudrais vous faire part de trois des grandes, parce il y en aurait plusieurs, il y en aurait plus que ça, mais des grandes leçons que j'ai tirées de mon expérience de la compétition tout au long de ces années. La première leçon euh, que que je dois à la pratique de la compétition, c'est ma vision de l'entraînement. Si je devais la titrer, je dirais l'entraînement n'est pas une compétition. Le fait de vraiment pratiquer la compétition sur une base régulière vous emmène à avoir une vision différente de l'entraînement. Si je fais un petit comment dire, si j'explique ça de façon un petit peu schématique, je dirais qu'un pratiquant loisir qui s'entraîne 2 à 3 fois par semaine peut voir dans ses sessions d'entraînement une sorte de mini compétition. Euh, il a bien d'autres choses dans sa vie. Le jiu-jitsu brésilien, ça représente une pratique hygiénique pour lui, même si il peut y trouver beaucoup de plaisir, peut vraiment beaucoup aimer ça. Quand on pratique 2 3 fois par semaine et qu'on ne fait pas de compétition, la partie sparring de l'entraînement va bien souvent représenter une sorte de mini compétition, un test en fait pour lui, une occasion de mettre en pratique les connaissances qu'il va emmagasiner voilà, de la partie technique des cours, éventuellement des petites vidéos qu'il peut regarder à côté. Et donc voilà, ça va être la mise en situation, ça va être le test en fait pour lui, puisqu'il ne fait pas de compétition en dehors à côté. Ça va être voilà, ça va représenter comme une mini compétition et donc il va dans ses sparring à l'entraînement chercher à performer en fait en quelque sorte et c'est tout à fait normal, hein. Je pense que c'est une réaction tout à fait logique et légitime. Quand on passe un step dans sa pratique et qu'on s'intéresse réellement à la compétition hein, sur une base régulière, qu'on se fixe de véritables objectifs de compétition, alors sans que ce soit forcément des objectifs élevés, mais je pense par exemple à une personne qui se fixe l'objectif de faire 2 3 compétitions par an avec voilà, de véritables ambitions de faire un podium à son niveau, hein. Ça peut être en ceinture de couleur, en master, etc. Et tout. Il n'y a pas, voilà, pas nécessité d'être un athlète d'élite pour commencer à avoir une vision un petit peu plus
professionnalisante de la compétition, un peu, en tout cas un petit peu plus structurée, cette personne-là va devoir adopter une vision différente de l'entraînement. L'entraînement devient un outil pour performer le jour J, à un moment donné. Donc, les sparring ne vont plus être la finalité de son entraînement et vont devenir une étape, un outil, comme je le disais, pour performer lors d'une échéance ultérieure. Et donc, voilà, ça va être l'occasion de remodeler un petit peu sa façon de s'entraîner et de se fixer des objectifs plus précis, voilà, de commencer à affiner un petit peu les objectifs de l'entraînement pour voilà, un objectif plus grand et ultérieur. Les sparring vont par exemple à ce moment-là devenir l'occasion de mettre en place une stratégie bien précise. Je ne vais plus, lors de mes sparring d'entraînement, systématiquement chercher à gagner contre mon partenaire ou mon adversaire. Je vais chercher à réussir tel mouvement. Parce que je sais que dans 3 mois, par exemple, je vais faire telle compétition. J'ai tiré des enseignements de ma compétition précédente. Par exemple, j'ai fait face à un profil très athlétique, très explosif, qui m'a posé des problèmes. Et j'ai vu que mon jeu actuel, ma stratégie actuelle, ne me permettait pas de répondre efficacement à ce problème-là. Donc, je suis dans une phase d'ajustement, de remise en question, et je me dis, bon, bah, va falloir que je mette en place d'autres stratégies, que j'élargisse mon jeu pour réussir à résoudre ce problème-là si j'y suis à nouveau confronté lors de la prochaine compétition. Donc par exemple, je vais commencer à travailler l'appel-garde ou d'autres stratégies qui vont me permettre de ralentir un adversaire plus athlétique que moi pour voilà, trouver la solution, quoi. Et donc je vais, lors de mes sparring, essayer de mettre en place voilà, une stratégie de l'appel ou d'autres choses. Voilà, je vais avoir un objectif bien, bien clair, bien précis lors de mes sparring et je vais plus chercher, évidemment, je vais essayer de réussir mon objectif, mais voilà, la victoire ne sera plus le seul objectif de mes combats à l'entraînement parce que voilà, j'ai un objectif plus grand et donc je perds mes mots aujourd'hui, je vais séquencer. Voilà, je vais séquencer un petit peu ce grand objectif en plusieurs petits objectifs qui vont me permettre d'aboutir à un résultat plus haut. Donc voilà, c'est là qu'il va vraiment commencer à y avoir une scission, une vraie frontière qui va se dessiner entre des gens qui ont une pratique loisir et des gens qui ont une pratique plus, je dis professionnel, le terme n'est pas vraiment adapté, puisqu'il n'est pas raison, il y a pas forcément de notion d'argent ou de métier là-dedans, mais en tout cas quelque chose de plus sérieux, de plus structuré, comme je le disais. Voilà, une frontière qui va se dessiner entre deux types de pratiquants. Et ça va vraiment, je pense, largement contribuer à votre évolution en tant que pratiquant, et c'est la raison majeure pour laquelle euh, je pense qu'on dit que la compétition est une étape quand même très très importante dans le parcours d'un pratiquant et contribue grandement à sa progression, à son évolution parce que elle contribue à mettre son ego de côté à l'entraînement, ne plus systématiquement chercher à gagner pour gagner chacun des rounds, mais voilà, avoir des objectifs euh, un peu plus pragmatiques en fait, voilà, un peu plus pragmatiques euh, en vue d'une réussite plus grande. Voilà donc pour ce qui est de cette première grande leçon que je dois à ma pratique de la compétition et qui, je pense, m'a beaucoup aidé à grandir et à mûrir dans ce sport. Le fait de m'être voilà, astreint à la compétition m'a permis voilà, de développer cette faculté-là. Ça a mis du temps, hein, je ne vous dis pas que c'est arrivé. Je pense même que j'y arrive de mieux en mieux aujourd'hui, mais qu'il a fallu vraiment des années pour que je réussisse à réellement mettre de côté mon ego à l'entraînement, faire abstraction du regard
des autres pour me concentrer sur un objectif bien précis, parce que il y a aussi la pression d'un événement où on se dit bah voilà, faut pas que je me rate tel jour, donc finalement ce qu'on va pouvoir dire ou penser de moi là sur une petite séance d'entraînement pèse bien peu dans la balance par rapport à l'enjeu de l'événement auquel je me prépare. Donc c'est vrai que ça donne des motivations un peu plus fortes à adopter une bonne attitude, une attitude de progression lors de ces séances d'entraînement. Voilà, on va être aussi vraiment amené à penser sa pratique. Comme je vous disais, là je parlais des sparring et de l'objectif, des objectifs précis qu'on va se fixer lors des sparring, mais bien sûr, en amont, il y aura une phase de réflexion. Une grosse phase de réflexion, une phase d'étude, qu'est-ce qui s'est passé, j'ai perdu tel combat, ou j'ai gagné, mais bon, j'ai été en difficulté sur telle phase de jeu lors de mon dernier combat en compétition. Qu'est-ce qui allait pas, quoi? Qu'est-ce que je dois repenser, retravailler, comment je peux résoudre ce problème-là. Euh, et puis en plus, ce qui est pas mal, c'est que j'ai un certain temps, normalement, on ne fait pas des compétitions tous les jours, donc on a bien souvent au minimum quelques semaines entre deux événements pour les compétiteurs les plus réguliers, voire plusieurs mois pour vraiment se pencher pour un problème, l'étudier sous différents angles et voilà, arriver à se fixer un objectif à court moyen terme pour arriver à la compétition suivante avec une véritable progression voilà, qui est notable. Donc ça, c'est la première leçon que j'ai tirée de ma pratique de la compétition, comme je le disais. La deuxième leçon que j'ai tirée de cette pratique, c'est, alors je viens de dire, l'entraînement n'est pas une compétition. Ça va sembler un petit peu comment dire, évident ou ça va sembler une lapalissade, mais je vais m'en expliquer. La compétition, plutôt pas une lapalissade, ça va sembler contradictoire. La compétition n'est pas un entraînement, mais il faut, en tout cas, sur le point de vue, le plan émotionnel, réussir à approcher la compétition pratiquement comme un entraînement, en tout cas de façon aussi pragmatique que l'entraînement. Donc la compétition n'est pas un entraînement, puisque pour un compétiteur régulier, comme j'expliquais, c'est le jour J, c'est l'occasion de mettre en pratique ce qu'on a travaillé à l'entraînement, même si évidemment à l'entraînement, on peut, et il faut, je pense, à intervalles réguliers, se mettre en condition de compétition et de faire de vrais sparring où voilà, on n'a pas ces objectifs précis de technique et on essaye simplement de gagner. Hein. Il faut régulièrement se remettre dans cette situation-là aussi pour ne pas perdre l'habitude. Mais voilà, la compétition, vraiment là pour le coup, je ne pense pas que ce soit pertinent en compétition de se dire ah je vais gagner de telle façon, etc. Non, en compétition, il faut gagner, point. Peu importe les moyens. Donc, voilà, il faut être dans cet état d'esprit-là de gagner, mais ne pas se laisser dépasser par l'enjeu. Il me semble que c'est Danner qui a cette image-là, qui dit qu'il faut dépasser l'illusion de la compétition. Et c'est vrai qu'il y a énormément de pression émotionnelle et psychologique qui entre en jeu lors d'une compétition. Alors on y est plus ou moins sensible hein, selon les personnes évidemment et selon aussi je pense la place qu'occupe le jiu-jitsu dans notre vie. Je pense que pour quelqu'un qui a un loisir, qui a voilà, une foule d'autres choses à côté, ça représente peut-être moins de pression que quelqu'un qui vit de ça par exemple ou qui a des élèves et tout etc. Ça peut plus facilement représenter une source de stress parce que je pense qu'on s'identifie plus aussi on est plus tenté de s'identifier aux résultats de la compétition lorsqu'on le jiu-jitsu représente une grande part de sa vie. Pour autant il faut éviter ce piège là, il ne faut pas le faire en fait, il faut réussir à vraiment dépasser cette illusion là qui ne fait que nous desservir. En plus de ça, bah, si on a un professeur, j'avais encore cette discussion avec un pote d'entraînement il n'y a pas longtemps, mais si on est professeur, bah, justement, on est censé
professer la bonne façon de faire. Et donc, euh, être paralysé par ces choses-là, au point que ça nous empêche de montrer l'exemple, d'aller en compétition avec honneur, une vision pragmatique et professionnelle des choses, c'est notre rôle. Et donc, si on est paralysé par l'ego, par la pression, et tout, etc., et que on se laisse submerger par ces peurs-là, qui sont tout à fait légitimes, hein, je ne critique pas, moi, j'y ai été sujet, je pense que quasiment tout le monde y est sujet, mais en fait c'est contre-productif. Donc c'est normal de ressentir ces pressions et ces peurs-là, mais ça représente un défi psychologique de dépasser cette illusion, de ne pas écouter ses voix, de ne pas écouter ses voix, pour voilà, garder une approche la plus pragmatique possible de la compétition. C'est ma technique contre sa technique, c'est mes qualités physiques contre ses qualités physiques, mes qualités mentales contre ses qualités mentales. C'est un test, je veux le réussir. Euh, Si j'échoue, il faut que je comprenne pourquoi. Et à chaque fois qu'on va être alors pas dans les excuses évidemment, mais pas seulement dans les excuses, parce que je pense qu'il faut bien distinguer une analyse d'une défaite, ou même d'une victoire, hein, mais bon, c'est plus souvent dans le cadre d'une défaite qu'on parle d'excuses. Il faut bien distinguer l'analyse d'une défaite qui est j'ai perdu pour telle raison, parce que il était beaucoup plus athlétique que moi et j'ai pas réussi à résoudre ce problème-là parce qu'il m'a fait telle technique à laquelle j'étais pas préparé, parce que euh, voilà, j'ai paniqué, j'étais faible physiquement ce jour-là parce que je me suis laissé bouffer par le stress ou j'étais fatigué ou etc. et tout. Encore une fois, ça peut sonner comme des excuses, ça peut être des excuses, mais ça n'est pas nécessairement des excuses à partir du moment où c'est comment dire, le bilan qu'on tire d'une performance pour travailler dessus et mieux faire la prochaine fois. D'accord. Ça va être des excuses à partir du moment où on cherche à gommer, quoi, à gommer cette défaite, à ne pas voir un épisode douloureux, voilà, parce que le regard des autres et les commentaires des autres font souffrir, ce qui est compréhensible encore une fois, mais c'est pas l'attitude d'un combattant, c'est pas l'attitude d'un d'un artiste martial, j'ai envie de dire, et donc j'ai pas la prétention d'y être toujours parvenu, loin de là. En tout cas, je m'efforce le plus possible de le faire, quitte à faire moins de compétition si la pression est trop lourde. Euh, mais à partir du moment où on s'engage dans un processus de compétition, je pense qu'il faut accepter tout ça dans son ensemble, accepter que voilà, c'est un package, qu'il y a tout ça qui va avec, il y a cette pression-là, il y a euh, pour certains, dont moi, la tentation de réagir avec ego à un certain nombre de situations pour essayer de se protéger, parce qu'on se sent un peu attaqué dans son identité et tout. Résister à toutes ces tentations-là pour rester vraiment pragmatique et voilà, essayer d'analyser le plus froidement possible le défi qui se présente à nous en amont de la compétition et puis post-compétition, voilà, analyser de façon tout aussi pragmatique ce qui s'est passé. Alors, a fortiori, dans le cas d'une défaite, mais même dans le cas d'une victoire, je pense qu'il y a un bilan à faire, quoi qu'il en soit, du positif et du négatif. D'ailleurs, même dans le cas d'une défaite, il y a du positif, et donc il faut être capable voilà, de distinguer ce qui a été de ce qui n'a pas été, ne serait-ce que pour voilà, ne pas comment dire, remettre en cause des choses qui fonctionnent. Voilà, il faut savoir ce qui a fonctionné, même dans le cadre d'une défaite, pour pouvoir, par contraste, déterminer les points à améliorer. Donc voilà, essayer d'avoir cette vision la plus pragmatique possible, dépasser l'illusion de la compétition, comme le dit John Danaher, et, euh, et, euh, et ne pas confondre excuses et travail d'analyse et de bilan d'une performance pour faire mieux la prochaine fois. Donc ça c'est la deuxième leçon,
euh, compétences que j'ai appris à développer grâce à ma pratique de la compétition durant toutes ces années. Enfin, la dernière leçon de la compétition, ça a été pour moi je pense que c'est quelque chose qui s'étend à tous les domaines de la vie, mais étant donné que la compétition, comme je le disais, a toujours depuis longtemps occupé une grande place dans ma vie, ça a été le prisme au travers duquel j'ai tiré cette conclusion-là. C'est, si je devais le dire sous forme de conseil, reste toi-même, sois toi-même et prépare-toi et combat à ta façon. Le plus possible, déjà parce qu'on regrettera toujours d'avoir essayé de le faire à la façon d'un autre surtout quand ça marche pas, parce que quand ça marche, à la limite, on sera pas tenté de le remettre en question, mais le jour où ça ne marchera pas, si on a essayé de faire quelque chose qui nous ressemble pas, ben, on aura en plus cette frustration de se dire mais je l'ai pas fait tel que moi je pensais qu'il fallait le faire. Ce que je veux dire par là, si je dois vous donner des exemples concrets, c'est que par exemple, on va avoir des profils de personnes qui vont avoir besoin je sais pas, de s'épuiser physiquement, de faire énormément de sparring, de se mettre dans des situations extrêmement difficiles, parce que ils sont, ça va, je pense, les rassurer d'une certaine façon, de se plonger régulièrement dans ces situations inconfortables et tout, ça va voilà, leur donner la confiance de se dire mais ouais, je peux revenir d'entre les morts en quelque sorte voilà, je me suis vraiment préparé de la meilleure des façons possibles pour performer. Il y a des gens qui vont avoir une capacité à s'entraîner énormément en vue d'un événement, sans pour autant perdre leur vitalité et leur envie de combattre. Et puis il y a d'autres personnes qui vont avoir besoin d'autre chose. Il y a des personnes qui vont avoir besoin peut-être de s'entraîner un petit peu moins, ou différemment, ou de faire plus de technique, ou de réfléchir plus à la stratégie. Euh, vous allez voir des personnes à la salle qui ont un style très flamboyant peut-être, qui ont un style très généreux, où ils vont attirer l'attention, ils vont faire le spectacle. Moi j'adore ces combattants-là, comme tout le monde, j'adore les regarder. Quand je regarde un combattant qui est excitant, voilà, en tant que spectateur, on est tous friands de ça. Pour autant, j'ai dû me rendre à l'évidence que je n'étais pas quelqu'un comme ça. Je ne suis pas un compétiteur euh, tête brûlée. Je suis un compétiteur stratège, je suis un compétiteur intelligent, technique. Ce sont mes qualités. Voilà, c'est mon profil. Je suis tout à fait en accord avec ça. J'ai pas de j'ai pas de complexe par rapport à qui je suis, mais c'est vrai qu'on est parfois, je suis parfois tenté. Je le suis moins maintenant avec l'âge. Je pense aussi que voilà, on devient un peu plus sage, un peu plus mature et que ça contribue à être plus sage ouais, vis-à-vis de ces problématiques-là. Mais quand je voyais certains combattants qui avaient un profil très agressif, très virtuose, très beau à voir, c'est vrai que j'ai souvent été tenté de m'auto-flageller en me disant ah, il faut que tu sois comme ça, il faut que tu sois comme ça. Et bah, non, je ne serai jamais comme ça. Je peux, à ma façon, travailler pour être plus agressif. Attention, c'est pas une invitation à vous reposer sur vos lauriers, à vous laisser aller à votre pente naturelle. Et si vous avez un style trop passif, de vous laisser voilà, vous reposer sur vos lauriers. Non, bien sûr, si votre manque d'agressivité, c'est mon cas hein, en compétition, c'est souvent ce qui m'a fait un petit peu défaut. J'ai manqué d'agressivité. Il y a des fois que j'ai eu du mal, j'en parle dans ma dernière vidéo sur ma prestation au World Nogi. J'ai toujours cette petite difficulté à être dans la prise d'initiative et tout ça. Je dois travailler là-dessus, mais je dois parvenir à ça à ma façon, pas à la façon que sais-je, d'un Diego Pato, d'un Rafael Mendes, même d'un Mako, qui est mon exemple de un de mes modèles les plus proches, puisque je le vois au quotidien. Là, Mako, il est en train de se préparer pour les Europes. C'est une démonstration c'est un exemple, quoi. C'est vraiment une source de motivation et à la fois une pression. Bon, moi, je
fais pas les Europes cette année parce que j'ai eu des problèmes de dos, j'ai dû annuler mon inscription parce que j'ai été blessé là, j'ai repris l'entraînement qui a quelques jours, mais si j'avais fait ma préparation en même temps que ma course, ça aurait été à la fois une source de motivation et à la fois une source de pression psychologique de voir quelqu'un qui, avec 10 ans de plus, est capable de maintenir un rythme d'entraînement et une intensité et une détermination lors de ces séances d'entraînement qui force l'admiration. Il n'aurait pas fallu tomber dans le piège de l'imitation. Alors, il faut s'en inspirer. Euh, ça doit être et rester une source de motivation. Mais il faut faire attention, c'est du ressenti, hein, à percevoir ce moment où on bascule dans l'imitation, dans ce moment où on cherche à imiter quelqu'un. Alors il faut jeter, je pense que c'est une question de dosage, jeter régulièrement un petit coup d'œil autour de soi, pour voir un petit peu ce qui se fait, voir ce qu'il est possible de faire, et puis savoir couper à des moments donnés. Vous savez, c'est comme les réseaux sociaux, je trouve que je me sens bien mieux quand j'y vais peu. Je pense que c'est pas une mauvaise chose d'y aller un petit peu, pour pouvoir quand même garder, pas être totalement un ermite dans sa caverne. Voilà, jeter un petit coup d'œil, voir ce qui se fait, voir ce qui se passe un petit peu dans le monde virtuel, et puis à savoir refermer la porte et puis se concentrer sur soi sur une longue période avec un objectif clair. Voilà, là, si je rebascule sur le jiu-jitsu, là je veux voilà, être plus agressif, être plus dans la prise d'initiative, parce que ça va vous permettre de pas tomber dans cet écueil de chercher à imiter quelqu'un en fait. Donc voilà, le petit coup d'œil à gauche à droite pour savoir un peu où on en est, ce qu'il est possible de faire et tout, etc. Se fixer un objectif tout en restant concentré sur soi pour progresser. Donc la dernière leçon, je la rappelle, rester soi-même. Toujours être dans cette quête d'amélioration sans jamais tomber dans le piège de l'imitation des autres, aussi inspirant soit-il. Et bien voilà, chers amis, je crois qu'on arrive au terme de cette vidéo. Je vous ai fait part des trois grandes leçons que j'ai tirées de cette quête qu'a représenté, que continue de représenter la compétition dans ma vie, qui est en grande partie occupée par le jiu-jitsu brésilien. J'espère que vous y trouverez des éléments de réponse, peut-être par rapport à des questions que vous vous posez, vous, que vous soyez débutant ou peut-être plus avancé, mais avancé qui, comme moi, traversez parfois des périodes de doute et de remise en question par rapport à cette pratique-là. Peut-être parfois vous en avez marre, peut-être parfois vous savez plus trop pourquoi vous en faites, peut-être que vous avez besoin de prendre de la distance, et bien voilà. J'espère que si c'est le cas, vous trouverez dans ce témoignage des éléments minima de réflexion et puis peut-être même des éléments de réponse aux questions que vous vous posez. Les amis, je vous embrasse, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Os!